organisé pour le départ des nouveaux contingents de soldats mobilisés par les autorités khmères. Dans le grand stade de la capitale cambodgienne, de la tribune duquel le général de Gaulle lança son célèbre discours de Phnom Penh, le 1er septembre 1966, les milices populaires, les familles des appelés et la population sont rassemblés 3 heures avant la cérémonie. C'est dans cette curieuse ambiance de fête que l'orchestre de la nouvelle armée khmère fait hurler sa sono. Les appelés sont tous fleuris et encadrés par leurs familles. Les écoliers, les fonctionnaires, les cadres politiques ont été mobilisés pour la manifestation. Il s'agit sans doute de nous prouver que les forces d'une nouvelle armée khmère se développent afin d'accréditer la thèse vietnamienne du retrait total des soldats de Hanoï pour 1990. Pourtant, la démonstration est bien désuète et les milices populaires sont pauvrement équipées. Les responsables militaires nous ont déclaré cependant que la nouvelle armée khmère assurait la sécurité sur le tiers de la frontière avec la Thaïlande et avait participé à la construction de 300 km de fortifications, le mur de bambou renforcé de champs de mines. Après la cérémonie et quelques discours, c'est le départ pour la traversée de toute la ville, dans un curieux cortège pétaradant de motos, de camions et de jeeps. L'itinéraire de la manifestation emprunte toutes les grandes rues de Phnom Penh, afin que personne ne l'ignore. Sur les berges du fleuve, c'est alors l'embarquement des recrues, qui, nous dit-on, vont rejoindre un camp d'entraînement et de préparation militaire au nord du pays. Le service obligatoire est de 3 ans. Dimanche à Phnom Penh. Dans le parc du Phnom, la montagne, c'est la balade familiale. Les petits marchands de sucreries, de ballons ou de jus de canne sont pour la plupart des petits employés ou des fonctionnaires le reste de la semaine. Leur activité dominicale est le complément parallèle à leur maigre salaire. Chacun est ainsi encouragé à exercer plusieurs petits métiers, à se débrouiller pour améliorer sa condition. Le marchand de ballons est en semaine fonctionnaire et coiffeur à domicile de quelques étrangers basés à Phnom Penh. Par ailleurs, il donne tous les soirs des cours d'anglais, triplant ainsi son salaire principal. Au sommet de la colline du Wat Phnom, le plus vieux temple bouddhique de la ville, après restauration, a été rouvert au public. Le palais royal, remarquablement remis en état, avec son parc et ses jardins bien entretenus, est lui aussi très fréquenté le dimanche. Le grand pavillon du trône est devenu le musée national. C'est dans ce magnifique cadre, mais dans un petit pavillon, le quai marine, que le prince Norodom Sihanouk devint le prisonnier des Khmers rouges
leur otage, jusqu'à la veille de l'entrée des soldats vietnamiens dans Phnom Penh, le 7 janvier 1979. Phnom Penh, en semaine, comme dans toutes les villes de l'ancienne Indochine, les vélos sont partout. Et pourtant, il semble impossible de pouvoir les acheter. Si l'on cherche à comparer leur prix au salaire moyen, il faut 10 mois de la paye d'un fonctionnaire. À l'exception de quelques rares autobus et véhicules militaires, la circulation automobile est pratiquement inexistante. Seules les voitures de service des fonctionnaires étrangers et des ambassades ont le droit de circuler. L'ancien boulevard Norodom du temps de Sihanouk, boulevard du 9 octobre sous Lon Nol, aujourd'hui boulevard Toussaint-Mout, du nom d'un révolutionnaire assassiné par Pol Pot, reste l'artère principale de la ville. Cinq cinémas sont ouverts, mais les films soviétiques, doublés en khmer, sont peu appréciés. C'est par le port fluvial du Mékong que l'essentiel des échanges de marchandises entre le Vietnam et le Cambodge est assuré. C'est par cette liaison entre Ho Chi Minh Ville et Phnom Penh que le ravitaillement militaire vietnamien est en partie acheminé. C'est aussi la route la plus utilisée par tous les petits commerçants du marché libre pour le ravitaillement de la capitale. Le passage de la contrebande des produits occidentaux étant devenu de plus en plus dangereux par la frontière thaïlandaise, la route fluviale à partir du port de Saïgon a pris le relais. Officiellement, le commerce international est contrôlé par l'État. Mais les autorités ferment consciemment les yeux sur un trafic dont elles finissent par tirer profit par des taxes autorisant la vente des produits étrangers. Le grand marché central, l'énorme bâtiment de béton construit du temps de Sihanouk, est réservé à ce commerce contrôlé par l'État. C'est là que sont vendus les produits importés des pays du camp socialiste et généralement toutes les marchandises à prix imposé. Quand quelques coupons de tissu sont vendus au tarif officiel, c'est la bousculade, car il en coûte 4 fois plus pour l'équivalent au marché libre. Cependant, le grand marché d'État est peu fréquenté, ses comptoirs étant peu achalandés et les livraisons de produits intéressants trop rares. Quant au ravitaillement taxé, tel que le riz, il est plus souvent attribué sous contrôle, directement sur les lieux de travail comme complément au salaire. Le commerce parallèle et le marché noir sévissent par contre dans tous les comptoirs improvisés sur les trottoirs et les anciens petits magasins dévastés. Les boutiques, comme les immeubles, sont encore dans un état de délabrement que le manque de moyens et de matériaux ne permet pas d'améliorer rapidement. Alors chacun se débrouille, bricole, rafistole avec ce qu'il a pu récupérer dans toutes ces maisons pillées et détruites par les hommes de Pol Pot. Deux grands marchés libres abritent, sous un enchevêtrement de tôles ondulées et de toiles de tente, une multitude de petits marchands et de paysans venus des proches campagnes vendre leurs productions. Toutes les marchandises d'importation doivent être payées en dollars. Les produits locaux et le bric-à-brac des bazars sont par contre payés en riel, la monnaie khmer. Compte tenu du trop faible pouvoir d'achat des salariés, la masse des transactions du marché libre permet d'évaluer la place prépondérante du système D, de comprendre comment chacun doit se débrouiller pour exercer une double activité. Les trafics, les détournements et la corruption sont monnaie courante. Dans tous ces comptoirs du marché libre, on peut trouver un incroyable déballage allant des conserves de Singapour aux montres japonaises, en passant par toutes les marques d'alcool, les boîtes de bière, sans oublier les tissus et les fausses chemises Lacoste de Bangkok, le lait en poudre suisse, les crèmes de gruyère de la vache qui rit et les bicyclettes de Hong Kong.
La zone militaire étant totalement interdite, ce ne sont que quelques petits convois en déplacement que nous pouvons rencontrer dans les proches abords de la capitale. Ici, en attendant le passage d'un bac sur le Mékong, nous avons pu filmer un groupe de Bodoy, les soldats de Hanoï, qui profitent de l'arrêt des camions pour acheter quelques bricoles et un peu de ravitaillement. Impossible d'avoir des informations officielles sur la situation militaire. Ce ne sont que par les recoupements de quelques confidences informelles de cadres khmers et vietnamiens et aussi les estimations de certains responsables d'organisations internationales d'aide au Cambodge que nous pouvons essayer d'évaluer la situation. Il n'y a sans doute plus de grandes offensives khmers rouges en provenance des camps de la frontière thaïlandaise. Mais au contraire, c'est par une nouvelle tactique de harcèlement par de toutes petites unités, multipliant les actions terroristes dans tout le pays, jusqu'aux portes de Phnom Penh, que les Khmers rouges entretiennent un climat d'insécurité. Sans doute, le gros de l'armée de Hanoï verrouille la frontière, mais malgré les champs de mines, le mur de bambou, les infiltrations sont toujours possibles. À notre dernier voyage, nous avions pu nous rendre un peu partout dans toutes les provinces limitrophes de la Thaïlande. Il n'en est plus question aujourd'hui, à l'exception de la zone comprise entre Phnom Penh et la frontière du Sud-Vietnam. Dans la capitale, la présence vietnamienne est aussi discrète que possible, la police étant seulement assurée par les Khmers. Quelques petits groupes de soldats khmers, souvent sommairement équipés, manifestent leur présence, vraisemblablement dans le seul but de rassurer la population. Afin d'analyser et de mieux comprendre la situation du Cambodge aujourd'hui, un retour en arrière s'impose. Mars 1970. Le royaume khmer, neutraliste, a brusquement basculé dans le conflit. Le prince Sihanouk, arrivant de France pour un voyage officiel à Pékin, a été informé à sa descente d'avion de sa destitution par son ancien premier ministre, le général Lon Nol. Accusé par les Américains de complicité avec Hanoï et de laisser complaisamment transiter par le territoire khmer certaines des multiples voies de la piste Ho Chi Minh, Sihanouk a tout perdu de son pouvoir. Il fut cependant accueilli par le premier ministre chinois Zhou Enlai comme l'ami de la Chine et le seul représentant légal du Cambodge. Au pays de Mao Tse-tung, Norodom Sihanouk s'installa alors dans un exil doré et fit alliance avec les Khmers rouges. Au début, l'équipe de Pol Pot sut se montrer discrète, s'effaçant derrière la façade protocolaire du prince. C'est pourquoi le Cambodge est plein d'admiration pour la Chine. La Chine est la plus grande nation du monde et le Cambodge est un petit pays. Nos relations sont basées sur l'égalité. Sihanouk devait alors annoncer à Pékin, dans une conférence de presse, la constitution du Front uni national khmer, ses alliés étant les Khmers rouges. Le complot de Lon Nol n'est pas le premier complot organisé par la Central Intelligence Agency américaine. Faut monter contre moi. Le neutraliste qui refuse de s'aligner sur les Américains. Je fais un peu de tourisme quand j'ai fini mon travail au service de mon pays. Là, quand je n'ai rien d'autre à faire, je sors dans Pékin, Tiananmen ici, où ont lieu les grandes cérémonies du régime, où le président Mao reçoit ses invités au cours de ces célébrations. Le 24 mai, lorsque
Il devait, de cette tribune, prononcer son discours soutenant le Cambodge, la lutte du peuple cambodgien contre l'impérialisme américain et soutenant la lutte des trois peuples indo-chinois. Plus tard, les Khmers rouges devaient organiser un voyage de propagande à l'usage de Norodom Sihanouk et des populations des zones contrôlées par la résistance au régime de Lon Nol. Le prince en rapporta un film qu'il commenta lui-même et mit en musique selon ses habituelles ambitions cinématographiques. En voici quelques extraits. Tout l'état-major Khmer rouge de Pol Pot à Khieu Sampan accueillit et fit acclamer le prince par les soldats du Funk et la population des Maquis. Ce fut une tournée de prestige pour les Khmers rouges, la caution du prince renforçant leur position. À mon arrivée, la très nombreuse assistance endimanchée m'applaudissent et m'accueillent. Ce document, dans son intégralité, fut distribué depuis Pékin à toutes les télévisions occidentales, mais sans obtenir beaucoup de succès. Avril 1975. Phnom Penh est tombé. Les Khmers rouges sont les maîtres du Cambodge. Les hommes de Pol Pot occupent les temples d'Angkor. Ces images rassurantes montrant Phnom Penh calme et bien propre sont extraites d'un film de propagande diffusé par les Khmers rouges en 1976 et réalisé par les services du cinéma documentaire chinois. À cette époque, Pol Pot espérait prouver que sa révolution paysanne allait faire de chaque Khmer un homme nouveau et du Cambodge un pays de prospérité et de bonheur. Après avoir vidé Phnom Penh de force de toute sa population, puis chassé tous les étrangers, les Khmers rouges refusèrent à tous les journalistes le droit de voir ce qui se passait au Cambodge. Les grands travaux mis en scène pour le cinéma de propagande, présentés comme les réalisations vitales de tout un peuple mobilisé dans l'enthousiasme, n'étaient en réalité qu'un spectacle de façade dissimulant totalement la vérité. Qui pouvait alors soupçonner la folie du régime, ses cruautés et les massacres? Avec cette vitrine, cette fausse prospérité cautionnée par le retour du prince Sihanouk dans son palais royal, on put croire un moment que le nouveau gouvernement allait permettre la reconstruction et la réconciliation nationale. Les brochures de propagande, les publications diffusées depuis Pékin vantaient les résultats de la révolution paysanne et les fabuleux bilans de la production agricole obtenus grâce à la paix et au bonheur retrouvé. Mais la réalité fut tout autre. Aucun journaliste n'ayant pu pénétrer au Cambodge de Pol Pot, nous ne savions rien à l'exception des récits de quelques réfugiés. Ce fut le génocide, puis la guerre avec le Vietnam, les soldats de Hanoï chassant tous les Khmers rouges hors du Cambodge. Quelques semaines après, l'équipe de TF1 fut la première à pouvoir se rendre à Phnom Penh. Nous avons croisé alors des centaines de Khmers en haillons, errant sur les routes, essayant de retourner dans leur village, recherchant les survivants de leur famille. Les Khmers rouges ont été défaits, chassés à la frontière thaï. Les soldats vietnamiens sont partout. Pour les survivants du génocide, ce fut la libération. Par contre, les gouvernements des pays occidentaux accusaient Hanoï d'occuper et d'annexer le Cambodge. Phnom Penh n'était plus qu'une ville morte, sans eau, sans électricité, avec seulement quelques rares nouveaux occupants et les milices de sécurité. Comme un immense décor de cinéma, les maisons de la capitale khmer n'étaient plus qu'une suite de façades mortes. Après avoir forcé la population, au lendemain de leur prise du pouvoir, à quitter Phnom Penh en quelques heures, les Khmers rouges avaient ensuite systématiquement détruit tout ce qui, dans les maisons, symbolisait la civilisation occidentale.
Il était alors impossible de laisser rentrer la population dans la ville sans pouvoir assurer son ravitaillement. Alors la capitale fut quelques semaines encore un vaste no man's land quadrillé par les forces de sécurité, composé essentiellement de soldats vietnamiens et de quelques milices populaires khmers. Ceux qui attendaient de pouvoir rentrer dans la ville, dont ils furent chassés 4 ans plus tôt, nous les avions retrouvés dans un vaste camp le long du Mékong, au kilomètre 7 de la route de Siem Reap. Ils étaient peut-être 20 000 ou 30 000, impossible de le savoir avec précision. Ils s'organisaient entre eux, s'entraidant, partageant les quelques vivres précieusement sauvés ou distribués par les soldats vietnamiens. Sans eau potable, sans service de santé, ces rescapés du régime de Pol Pot durent attendre l'arrivée des organisations internationales, de la Croix-Rouge et de l'UNICEF notamment, pour retrouver l'espoir. Nous avons passé 2 jours dans ce camp, désemparés et impuissants au milieu de tant de détresse. Spontanément, quelques Khmers parlant français vinrent vers nous témoigner. Toute la famille a été réfugiée dans la province de Battambang. Et puis, tout le monde est malade, tout le monde est mort maintenant, prise de maladies, surtout, et de la famine. Et puis maintenant, il ne me reste que ma soeur, ma petite soeur et un neveu à ma soeur. Combien de personnes sont mortes? 11 personnes, dont 2, je n'ai jamais eu de nouvelles depuis 1976, début 1976. Et votre mari? Mon mari, on l'a emmené 5 jours après la prise de Phnom Penh, parce que on a jugé que c'est bon de dire la vérité aux gens, parce que maintenant que la guerre est finie, on doit dire la vérité, ça fait rien, puisque tout le monde est militaire, tout le monde est soldat. On ne va pas tuer tous. Et depuis ce temps-là, j'ai plus de nouvelles de lui aussi. Et j'étais enceinte de 3 mois. Huit mois plus tard, la famine menaçait la population khmer. Dans le port de Kompong Som, pourtant, de nombreux bateaux avaient livré les secours de l'aide internationale. Un vaste mouvement de solidarité s'étant manifesté à travers le monde. On a alors accusé le Vietnam de détourner le riz à son profit. Pourtant, les entrepôts étaient pleins, et quand nous sommes parvenus à nous rendre sur place, le premier train reliant le port à Phnom Penh venait seulement d'être rétabli. Tout de suite que les conditions ne sont pas normales, ça c'est sûr et certain. Le pays sort d'une période extrêmement difficile. On a eu un bouleversement des structures, une très grande perturbation, une perte de cadre incroyable et les conditions justement sont anormales. Et je pense que ces conditions ont touché la question de distribution des produits alimentaires. Et même aujourd'hui, les choses marchent lentement, mais de jour en jour, il y a une amélioration. C'est ça l'essentiel. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il reste beaucoup à faire. Depuis quelques semaines, grâce aux camions qui furent importés par l'UNICEF et la Croix-Rouge internationale, la distribution du riz avait pu commencer. Déjà importé, nous, la mission conjointe d'UNICEF et la Croix-Rouge, plus de 300 camions qui circulent dans le pays. Et aussi, ce que nous cherchons à faire, c'est pas seulement utiliser des camions comme moyen de transport pour la distribution, mais utiliser les autres moyens qui sont disponibles dans le pays, et surtout la voie fluviale. Parce que par voie fluviale, on peut transporter des grandes quantités de produits alimentaires sans avoir des problèmes de pont, d'entretien des camions, des routes en mauvais état, etc. On a laissé entendre il y a quelque temps que l'aide alimentaire était détournée, qu'elle partait sur le Vietnam. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, tout ce qu'on peut dire de notre côté, nous sommes ici dans le pays depuis plusieurs mois et nous n'avons aucune preuve, aucune indication, aucun élément pour nous amener à cette conclusion. Et bien
Bien sûr, si ce problème existait, nous aurons fait des démarches nécessaires pour redresser la situation, mais pour le moment, je pense que nous sommes satisfaits du fait que les produits alimentaires que nous amenons ici restent dans le pays et arrivent auprès de la population. Les camions de l'aide internationale, nous devions les rencontrer alors un peu partout pendant notre enquête dans les provinces. Chaque jour, il en arrivait 8 de plus à l'aéroport de Phnom Penh, transportés par avion cargo australien à partir de Singapour. De la présence de l'armée vietnamienne, nous n'avions pu voir seulement que quelques camions de soldats montant ou descendant du front. La zone militaire, concentrée tout au long des 800 km de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, nous était interdite. 6 ans après, la situation militaire est la même et les zones stratégiques nous sont toujours fermées. Pendant leurs 4 ans de règne, les Khmers rouges s'en étaient pris, entre autres, à la communauté bouddhique. Beaucoup de bonzes furent massacrés. D'autres parvinrent à s'enfuir avec les réfugiés en Thaïlande. La principale pagode de Phnom Penh fut particulièrement la cible de Pol Pot et tous les bâtiments du monastère furent détruits avec acharnement. Aujourd'hui, la restauration du temple est en voie d'achèvement. Seul le vénérable, entouré de quelques rares bonzes, réside dans la pagode. C'est grâce à l'offrande des fidèles, à quelques dons provenant de l'étranger et aussi aux fonds attribués par le gouvernement de Phnom Penh que les travaux de remise en état des pagodes a été entrepris. Dans le temple principal, encore hors service, la remise à neuf des fresques est commencée depuis quelques mois. Un vieux bonze, artiste peintre, reconstitue patiemment la représentation sacrée de la vie de Bouddha et les grandes étapes de l'histoire du royaume khmer. Un des difficiles problèmes du Cambodge est celui des orphelins, victimes de la guerre puis du génocide. Leur prise en charge et leur éducation sont assurées par l'État avec un important soutien de l'UNICEF. Dans la province de Kandal, les orphelins sont scolarisés normalement comme les autres enfants. Les plus grands travaillent dans quelques ateliers de la ville ou dans les champs. Ils rentrent à l'orphelinat pour prendre leur repas et habiter en dortoir. Rien de particulier n'avait été préparé avant notre arrivée et nous assistons de manière impromptue à leur repas. Celui-ci est composé de riz, d'un peu de saumure de poisson et d'un morceau de pastèque. Nous sommes à la stricte limite du minimum vital. Dans l'état actuel des ressources, nous ne pouvons pas faire mieux, nous déclare le directeur de l'orphelinat, déjà content d'arriver à ce résultat. Dans la capitale, par contre, les orphelins résident dans un ancien collège catholique remis en état. Les enfants sont correctement habillés et l'enseignement est assuré à l'intérieur de l'établissement. Dans cette classe de lecture, les livres sont fournis par l'Union soviétique et le Vietnam. La langue française y est encore enseignée. En province, les hôpitaux sont dans un état d'extrême pauvreté. Les bâtiments sont délabrés et les services sanitaires ont énormément de difficultés matérielles. L'UNICEF consacre d'importants crédits à l'application de nombreux programmes en faveur des enfants.
Il s'agit à la fois de pallier les carences nutritionnelles, d'établir des dossiers de santé pour chacun des enfants et de prévenir les maladies endémiques. La plupart de ces gosses sont en très mauvais état. Les séquelles de la famine de 1980 seront fatales pour certains d'entre eux. Les carences alimentaires pouvant être compensées par un meilleur équilibre de la nourriture de base, l'UNICEF a formé des éducatrices qui informent et apprennent aux mères de famille à composer les repas avec ce qu'elles peuvent avoir normalement à leur disposition, sans complément particulier. Afin de les inciter à suivre cet apprentissage élémentaire permettant d'équilibrer en protéines chacun des repas de l'enfant, il est attribué à chaque participant un repas type à consommer pendant le cours. Par ailleurs, des distributions de tablettes vitaminées complètent la méthode élémentaire de base. Dans les petites villes provinciales, dans les hôpitaux, le manque quasi total d'équipements, de personnel et de médicaments est tragique. Les quelques malheureux infirmiers affectés à ces établissements sont impuissants pour faire face à ces défaillances. Les malades gravement atteints sont, si possible, transportés vers l'hôpital de la grande ville la plus proche. Seuls dans ce misérable établissement ne sont traités que les cas mineurs et les accouchements. Un programme de réforme est à l'étude, mais il faut des matériels et aussi assurer la formation du personnel médical. Il faut se souvenir qu'après la terreur des Khmers rouges, il ne restait plus dans tout le Cambodge que 45 médecins. La faculté de médecine de Phnom Penh, restaurée, fonctionne de nouveau depuis 1980, grâce à l'énergie de son doyen, le professeur Misamedi, ancien élève de l'école royale de médecine créée par Sihanouk. Il a pu former à ce jour 650 soignants, comprenant un médecin pour 4 assistants. Ici, l'essentiel de l'enseignement se fait en notre langue, bien que la faculté ne compte seulement que 2 professeurs français. Quelques praticiens vietnamiens et soviétiques enseignent également en français ou en khmer. Il n'y a sans doute aucune équivalence possible avec les programmes des facultés occidentales, car il faut former dans des délais accélérés un personnel suffisamment qualifié pour faire face aux immenses besoins de base. Le professeur Misamedi reconnaît qu'actuellement, il n'y a qu'un seul médecin ou assistant pour 10 000 habitants. Il ne peut donc être question que de médecine primaire. Tous les étudiants sont logés en internat et reçoivent une bourse. Chaque matin, ils participent au fonctionnement des hôpitaux et infirmeries de Phnom Penh et de la province. Compte tenu des difficultés du recrutement, il faudra 10 ans d'efforts pour retrouver la situation médicale d'avant 1975. Alors, à défaut d'une infrastructure médicale suffisante, tous les efforts, toutes les priorités sont actuellement dirigés vers la prévention, et particulièrement celles concernant les enfants. Dans ce dispensaire improvisé, chaque campagne de vaccination étend l'action préventive. Afin d'inciter les mères de famille à conduire leurs enfants aux consultations de dépistage, un énorme travail d'information est indispensable, et ce n'est que très progressivement et trop lentement que les premiers résultats sont obtenus. Le Centre national d'hygiène reconnaît que sur 1 350 000 enfants de moins de 5 ans, 70 000 seulement ont reçu le vaccin BCG. À court terme, c'est essentiellement sur la production agricole que le Cambodge pourra assurer son autosuffisance alimentaire. Mais dans la plupart des provinces, il faut assurer l'irrigation et surtout assainir l'eau. Généralement, beaucoup des maladies infectieuses sont occasionnées par l'emploi de l'eau polluée et non potable. Les premières victimes étant les enfants,
L'UNICEF a fourni les équipements mécaniques spéciaux, les camions et les groupes électrogènes. Il a fallu aussi assurer la formation professionnelle des puisatiers khmers. À chaque nouvelle opération, tout le village assiste au spectacle jusqu'au moment où enfin l'eau va jaillir. Dans presque toutes les provinces, la culture du riz est prédominante. Elle est encore aujourd'hui insuffisante pour les besoins du Cambodge. Cette forme de monoculture rend très difficile et aléatoire l'équilibre nutritionnel de la population. D'où la nécessité de diversifier la production et aussi d'intensifier les récoltes. Un début de mécanisation est prévu afin de développer les méthodes de culture intensive pour doubler le rendement. Mais le peu de matériel que nous avons pu voir prouve qu'en ce domaine, peu de progrès sont possibles avant longtemps. Les 2 tracteurs que nous avons vus sont sans doute les rares engins de toute la province de Kandal, et ce n'est pas par hasard qu'ils sont venus labourer les rizières où nous nous trouvions. C'est donc essentiellement sur la main-d'œuvre traditionnelle qu'il faut compter. Mais trop peu d'hommes sont disponibles au travail dans les campagnes. La guerre et le génocide ont frappé plus durement la population masculine et l'appel sous les drapeaux pour 3 ans des hommes entre 16 et 30 ans déstabilise complètement la vie rurale. Dans une petite commune près de Sweriang, sur la place du marché, sous un petit chapiteau, tout un collectif de familles fête le mariage de 2 jeunes villageois. Selon la tradition khmer, la mariée a été parée, coiffée et maquillée par les femmes du village. C'est le vétéran de la communauté qui donne la bénédiction aux jeunes époux. Dans quelques jours, le jeune marié va partir rejoindre les nouveaux contingents du service militaire obligatoire. Faudra-t-il encore une fois qu'une nouvelle lutte fratricide déchire le peuple khmer pour que le Cambodge retrouve enfin la paix? Il y a quelques semaines, nous sommes retournés près de la frontière qui sépare la Thaïlande du Cambodge. C'est là que nous avons retrouvé les Khmers qui ont préféré s'enfuir dans l'espoir d'être accueillis aux États-Unis, en France ou en Angleterre. Certains ont pu obtenir des visas pour ces pays d'accueil et rejoindre des familles exilées. Mais beaucoup attendent toujours dans les camps du Haut-Commissariat pour les réfugiés une hypothétique autorisation de départ. Ici, à quelques kilomètres de la frontière, les camps sont fermés et sous contrôle thaï. Peu de temps avant notre passage dans le camp de Khao Idang, que les Thaïs ont décidé de fermer, un violent accrochage attribué à une infiltration clandestine de Khmer rouges avait fait 1 mort et 1 blessé parmi les soldats thaïs. Amnesty International a signalé alors qu'en réaction à cet incident, les militaires avaient torturé 4 réfugiés khmers accusés d'être en relation avec le commando. La plupart de ces enfants sont nés dans les camps. Certaines familles, en effet, sont là depuis 7 ans. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés et l'UNICEF s'efforcent aussi de prendre en charge leur éducation. Persécutés par les Khmers rouges dès 1975, les bonzes qui avaient pu échapper au massacre sont venus se réfugier en Thaïlande. Ils ont construit des petites pagodes de bambou, recruté et enseigné des bonzillons et maintenu ainsi le culte bouddhique dans tous les camps. Dans les camps de la frontière, les services sanitaires, les petits hôpitaux de campagne sont gérés et pris en charge par les organisations non gouvernementales spécialisées. Dans cet hôpital de Médecins sans frontières, tous les réfugiés du camp sont suivis médicalement.
Mais ce sont surtout les enfants victimes de malnutrition qui nécessitent le plus de soins. Dans ce seul petit hôpital de bambou, les volontaires de Médecins sans frontières assurent plus de 100 accouchements en moyenne chaque mois. De son côté, l'hôpital de la Croix-Rouge internationale étant équipé d'un bloc opératoire, ces interventions concernent plus particulièrement les victimes des opérations militaires qui ont lieu en territoire khmer. La plupart des grands opérés sont des combattants de la résistance au régime de Phnom Penh et de l'armée vietnamienne. Les champs de mines de la frontière font beaucoup de blessés et certains doivent être amputés. C'est alors qu'interviennent les volontaires de l'association Handicap International. Leur mission consiste à rééduquer les amputés en leur apprenant à fabriquer eux-mêmes leurs prothèses avec les moyens rudimentaires et les matériaux des camps. Dans ce camp, l'animateur d'Handicap International est un kinésithérapeute français, François Depsy. Il y a à peu près 80% de blessés soldats et disons 20% de blessés de gens qui sont réfugiés. Mais je parle de ça pour le moment parce que la situation s'est assez clarifiée étant donné que tous les réfugiés maintenant sont en place. Les gens qu'on reçoit maintenant sont surtout des amputés qui sautent sur des mines tout en étant soldats. Continuent la résistance. Quelle est la proportion de Khmer Rouge par rapport aux autres combattants? Au niveau des amputés que l'on trouve ici, cette proportion est moindre parce que les Khmer Rouges ont leurs propres hôpitaux et leurs propres chirurgiens. Mais sinon, au niveau du combat proprement dit au Cambodge, il y a beaucoup plus de Khmer Rouges. La résistance Khmer Rouge est beaucoup plus importante que la résistance des deux autres factions. Pendant des semaines, avec patience et acharnement, il faut retrouver l'équilibre, réapprendre à marcher. Les appareillages sont sommaires, mais cependant efficaces et bien adaptés aux moyens locaux. Le budget de l'association Handicap International est dérisoire en regard des résultats obtenus. Ce combattant Khmer Rouge a sauté sur une mine il y a quelques mois. Grand brûlé et aveugle, la Croix-Rouge internationale a pu le sortir de sa base militaire Khmer Rouge. Il est aujourd'hui pris en charge humanitaire dans un des camps de réfugiés. Depuis 1975, c'était notre troisième enquête dans les camps de Thaïlande. J'avais l'impression de retrouver les mêmes personnes, les mêmes problèmes, la même désespérance. Aujourd'hui, les autorités thaï refusent le statut de réfugié à ceux qui sont arrivés depuis septembre 1985. Le Haut Commissariat pour les réfugiés les prend en charge quand même, mais pour eux, toute possibilité de demander un départ légal vers un pays d'accueil est exclue. Cette mesure était à l'origine destinée à décourager les nouvelles arrivées de réfugiés demandant asile dans un camp de Thaïlande. Pour tous ceux qui ne remplissent pas les conditions demandées par les pays d'accueil, pour tous ceux qui arrivent encore du Cambodge sans être reconnus par les autorités de Bangkok comme des réfugiés légaux, quel peut être leur avenir? Je suis seul de la famille qui reste. Mes parents sont tous massacrés durant le régime de Pol Pot. Après la disparition de mes parents, je suis mis dans un groupe mobile. De Khmer Rouge? De Khmer Rouge, oui. Pour faire des travaux? Pour faire des travaux, construire des barrages, des canaux d'irrigation et travailler sur la réserve aussi. C'était dur? Oui, c'est vraiment dur. Vous aviez de quoi manger? Non, pas assez. Et vous n'avez pas été torturé? Seulement, nous avons été forcés sur le travail. Et en 1979, quand les Vietnamiens sont venus chasser les Khmer Rouges, qu'avez-vous fait? Pendant l'invasion des Vietnamiens, je suis revenu à Phnom Penh et je préparais des vélos pour adopter ma vie journalière. Et après, qu'est-ce qui vous a décidé à venir vous réfugier dans un camp?
Parce que c'est le régime des Vietnamiens qui sont envahi le Cambodge. Alors je trouve que ce régime, c'est dur pour moi de vivre. Donc j'ai décidé de quitter. Avez-vous une famille d'accueil à l'étranger? J'ai seulement mon oncle en Angleterre. Dans quel pays avez-vous demandé à pouvoir aller? J'ai demandé deux pays, la France et l'Angleterre. Vous avez eu un accord? J'ai eu un accord, oui. Pour quel pays? Pour la France et pour l'Angleterre aussi. Et les Thaïs, malgré ça, ne veulent pas vous laisser partir? Non, pas encore. Monsieur Aon Chin, sa femme, leurs 8 enfants, ont fui les Khmers rouges et la guerre avec les Vietnamiens. Ils sont dans les camps depuis 7 ans. Ce sont des paysans. Ils n'ont aucune famille à l'étranger. Ils doivent rester ici, sans espoir de départ. Peuvent-ils croire à la fin de leur cauchemar? Peuvent-ils encore espérer revivre un jour en paix dans leur propre pays? Une réconciliation est-elle possible alors que les antagonismes entre le régime de Phnom Penh et les exilés sont de plus en plus exacerbés? Le prince Norodom Sihanouk, aujourd'hui, entend reprendre sa légitimité et rechercher une issue négociée. Mais les frères ennemis peuvent-ils s'unir de nouveau? Monseigneur, dans votre dernier livre, vous racontez comment vous avez été prisonnier des Khmers rouges. Vous racontez aussi sans ménagement comment s'est déroulé le génocide contre vos compatriotes et comment votre famille a été elle-même décimée par les Khmers rouges. 14 de vos enfants et de vos petits-enfants ont péri. Comment se fait-il que vous puissiez continuer à être en quelque sorte l'allié des Khmers rouges qui représente toujours aux Nations Unies le gouvernement du Cambodgien? Nous avons à choisir le moindre mal. Et le moindre mal pour nous, c'est de choisir d'être dans cette coalition que j'appelle dans mon livre ignominieuse avec les Khmers rouges contre les Vietnamiens. Ils sont rouges, mais ils sont Khmers, ils sont Cambodgiens. Alors, s'il fallait être mangé par le tigre Khmer rouge ou le tigre vietnamien, s'il fallait choisir entre un Cambodge qui risque de redevenir Khmer rouge et un Cambodge qui a de fortes chances d'être une province vietnamienne, comme c'est le cas, hélas, de notre Kampuchea Krom depuis le XVIIIe siècle, qu'on appelle la Cochinchine ou le Sud-Vietnam maintenant, eh bien, il n'y a pas à hésiter. Il faut lutter contre les Vietnamiens. Et pour lutter, il faut des moyens. Les Vietnamiens ne comprennent que le langage de la force, le langage de la confrontation militaire. Vous n'obtiendrez pas l'évacuation des troupes vietnamiennes du Cambodge. Vous n'obtiendrez aucune solution politique, même pacifique, au problème dit du Kampuchea, qui est un problème Vietnam-Cambodge. Vous n'obtiendrez rien des Vietnamiens à moins que vous ne les saignez sur le champ de bataille du Cambodge suffisamment pour les amener à la table de négociation. Et une fois qu'on aura une conférence internationale sur le Cambodge, on s'en sortira. Il y aura forcément un compromis entre les deux camps antagonistes. Dans mon camp se trouvent la Chine, la Thaïlande, les États-Unis d'Amérique, l'ASEAN et la coalition tripartite, Son Sann, Khmer Rouge, Sihanouk. Et puis, alors dans l'autre camp, il y a l'Union soviétique, le Vietnam et Heng Samrin, les Khmer Viet Minh. Ceux que j'appelle Khmer Viet Minh, ce sont des Cambodgiens et Cambodgiennes qui choisissent d'être avec Hanoï et avec Moscou à l'heure actuelle, et qui étaient avant, sous Ho Chi Minh, avec Hanoï. Donc, il faut un compromis. Et il y aura un compromis si jamais il y a une conférence internationale sur le Cambodge. Et mon but, c'est d'affaiblir suffisamment les Vietnamiens sur le champ de bataille avec cette coalition ignominieuse avec les Khmers rouges pour non pas ramener les Khmers rouges au pouvoir,
mais pour amener les Vietnamiens à la table de négociation. Alors nous passons aux actes, nous résistons et nous résisterons. C'est notre devoir. Gagner ou perdre, ça ne fait rien, c'est notre devoir quand même. Utopie du prince ou habile démarche, les dirigeants de Hanoï sont sans doute bien éloignés des raisonnements de Norodom Sihanouk. La France reçoit toujours un petit contingent de réfugiés, actuellement au rythme de 200 par mois, contre 1500 au début de l'immigration. Parmi eux, depuis quelques mois, une majorité de Khmers. Parlez un peu français, vous. Je parle encore français. Le premier accueil en France est assuré par la Croix-Rouge. 3 personnes. Parlez un peu français, monsieur. Après, ça veut dire merci beaucoup. Ah bon. C'est maintenant l'entrée sur le sol français et pour certains, les retrouvailles avec des parents, une vieille maman, des cousins. La Croix-Rouge va les conduire à Créteil afin d'assurer avec l'association France Terre d'Asile les premières formalités de placement. Ceux qui retrouvent des familles vont partir les premiers. Les autres doivent être orientés vers les foyers d'accueil. À Troyes, l'un des foyers les plus actifs a déjà accueilli depuis mars 1976 plus de 700 familles de réfugiés du sud-est asiatique. Ils sont pris entièrement en charge par l'association pour au moins 4 mois. La plupart des Khmers nouvellement arrivés ne parlent pas ou très mal le français. La tâche la plus urgente avec l'accueil consiste à leur apprendre les bases élémentaires de la conversation. D'accord. Donc je commence par M. Nouang. Vous posez une question à quelqu'un de votre rangée, ici. Monsieur, qu'est-ce que vous aimez travailler? Quel est votre prénom? Prénom Engam. Quelle est votre date de naissance? Le 10 novembre 1950. 1951. Et vous, quelle est votre date de naissance? Le 3 mai 1959. En quelle année avez-vous quitté le Cambodge? Je suis parti du Cambodge le 23 avril 1979. Monsieur Cess, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Quand vous êtes-vous marié? Le 30 septembre 1979. 1979. Comment est assuré le financement de votre association pour l'accueil des réfugiés? Le financement pour l'accueil des réfugiés est financé par un budget global attribué par la Direction de l'action sanitaire et sociale, donc un prix de journée, et nous avons 80 francs par personne et par jour. C'est suffisant? Ça semble correct. Et cela pour une prise en charge de combien de temps pour chaque réfugié? La prise en charge théorique est de 4 mois. Elle peut être augmentée, passée à 6 mois ou plus si nous avons des cas sociaux. Et après, ils doivent s'installer dans la vie active. C'est la mission des responsables des centres de réfugiés que de faire obtenir aux réfugiés de leur arrivée leurs droits administratifs et sociaux, de leur apprendre le français, de chercher un logement, de chercher un emploi, une formation. Donc en règle générale, ça ne se passe pas trop mal. En l'espace de 10 ans, on a quand même installé dans ce département et hors département à peu près 700 familles de réfugiés. Sans problème par rapport au chômage, par rapport aux demandeurs d'emploi de la région? Bien sûr, il y a eu quelques problèmes de ci, de là, dans certains ateliers, puisque les moyennes de production des ouvrières étaient un petit peu plus élevées que la moyenne. Mais je crois que bon, tout ça, c'est épiphénoménal. L'association et le foyer doivent s'efforcer, avant la fin de la prise en charge du premier hébergement, de trouver un emploi pour au moins un des membres de chaque famille. Ici, la société Technoplast, à Troyes, embauche, quand elle le peut, volontiers des réfugiés khmers. Les deux frères Rim sont arrivés des camps parmi les premiers réfugiés du Cambodge.
ils ont la chance de travailler en équipe dans le même atelier. Est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver un emploi? Oh oui, pour moi, personnellement, je pensais que c'est facile, c'est pour moi seulement. Pour vous seulement? Oui, c'est madame de responsable de centre d'accueil qui me trouvait ma place. Et pour votre frère, ça a été la même chose? Pour mon frère aussi, mais avant il travaille à Basse-Rome. Oui. Et après, 4 ans à peu près, il est venu ici, c'est moi qui l'ai demandé, mon patron, pour travailler avec lui. Il y a combien de Khmers qui travaillent dans cet atelier? Ici, il y en avait 4 avant, mais maintenant on est resté 3. Est-ce que l'embauche d'ouvriers Khmers dans votre usine a posé quelques problèmes? Non, aucun problème particulier. Et ça se passe bien? Ça se passe tout à fait bien, pas de problème. Il n'y a pas de problème non plus avec le restant du personnel? Avec le restant du personnel, non, pas du tout. Éventuellement, vous seriez disposé à embaucher encore d'autres réfugiés? Chaque fois que des candidatures sont émises, on ne regarde pas la nationalité des candidats, ni dans un sens ni dans l'autre. Je veux dire on ne privilégie pas les ressortissants khmers, on ne privilégie pas les Français. C'est toujours un choix basé sur les compétences, et jamais sur la nationalité. À l'initiative du secrétaire général du foyer d'accueil et d'un réfugié vietnamien, ancien entrepreneur à Saigon, la création toute récente d'un atelier de confection travaillant en sous-traitance pour les bonnetiers de la région va développer progressivement l'embauche des réfugiés. Constitué en SARL avec des petits capitaux fournis par les ouvriers khmers de l'atelier, le financement à titre privé de quelques chefs d'entreprise, des petits crédits bancaires et le soutien de la Croix-Rouge régionale, l'affaire a démarré avec un carnet de commandes prometteur. La municipalité a encouragé l'initiative en louant les ateliers de sa nouvelle zone industrielle à des prix préférentiels. Cette démarche permet un intéressement direct des ouvriers à la production et aussi de lutter contre le développement du travail noir, assez fréquent dans la confection et les milieux des travailleurs immigrés. Monsieur Riem, n'avez-vous pas quelquefois la nostalgie du pays? Oui, je pensais beaucoup à mon pays. Même quand j'habitais en France, le vivre en France était bien passé. J'en ai tout ça quand même des familles françaises, mais je pensais tous les jours dans mon pays. Si un jour mon pays il est bien, que je peux retourner, je veux bien pour le retour dans mon pays. Et vous pensez que tous les Khmers qui sont autour de vous, là, dans ce centre d'accueil, pensent de la même manière? Je crois, oui. Mais maintenant, on ne peut pas retourner. Mais après, si on va bien, si le pays s'est bien passé, je crois en tout le monde, presque tout le monde, on pensait à retourner au pays.